On a acheté ce terrain à 2 familles pour des raisons financières et idéologiques d'habitat groupé. Chaque famille a 120 mètres carrés. On a construit en autoconstruction à 90%, on va dire, parce qu'on a fait réaliser les fondations. Et puis ensuite, on a entièrement fait tout nous-mêmes derrière. Et initialement, quand on a commencé le projet, il n'était pas question de faire une maison passive. On était juste parti sur une maison basse énergie. Donc on avait une isolation qui était correcte, principe de construction en ossature bois, des bonnes menuiseries, ainsi de suite. On avait mis une chaudière granulée bois avec un silo. Et puis on a rencontré quelqu'un du PHI, Passive House Institute, de Darmstadt en Allemagne, à qui on a présenté notre projet, qui a dit c'est dommage parce qu'il manque 3 fois rien et vous avez le standard passif. Donc on a revendu la chaudière granulée bois et avec on a acheté de l'isolant en complément. Et du double vitrage, on est passé en triple vitrage. Voilà. Donc c'est un projet évolutif. La maison passive, c'est pas une maison sans chauffage, c'est pas vrai. C'est une fausse idée qui se véhicule, ça. Il y a toujours un apport de chauffage. On peut considérer, pour faire les choses, pour essayer de vulgariser un peu, il y a 3 sources de chauffage. Il y a les apports solaires qui comptent pour un tiers, les apports internes, un autre tiers, et il manque un dernier tiers qui est une source de chauffage complémentaire. Donc chez nous, la source de chauffage complémentaire, qui est le dernier tiers, nous est amenée par une pompe à chaleur. Le puits canadien est relié à la VMC double flux qui elle-même est reliée à la pompe à chaleur compacte. Et donc cette machine ne fonctionne pas sans un puits canadien qui tempère l'air. La pompe à chaleur qui nous fait la ventilation, l'eau chaude et le chauffage, quand tout fonctionne, ce qui n'est pas toujours le cas, consomme 600 watts. Donc l'équivalent de la moitié d'un sèche-cheveux. Notre facture en euros s'élève à 260 € par an. Donc c'est relativement faible. Nous, on n'a pas changé nos comportements, très peu. On fait peut-être un peu plus attention l'hiver et l'été à l'ouverture des fenêtres, mais ça reste c'est très accessoire, quoi. On ouvre la fenêtre très régulièrement. Ça aussi, c'est une fausse idée de dire maison passive, on vit fenêtre fermée. Non, c'est pas vrai. Et comme on a une puissance de chauffage qui est très faible, ben on fait un peu plus attention. Parce qu'on ne peut pas, si par exemple l'hiver on laisse ouvert la baie vitrée pendant 2 heures et qu'on rafraîchit le volume intérieur, il va nous falloir plus longtemps qu'une maison conventionnelle pour réatteindre la température de confort, puisqu'on n'a pas une petite molette qu'on peut tourner en disant bah, allez, vas-y chauffe, je grille de l'énergie pour monter en température. On n'a pas cette capacité-là. Évidemment que sur le papier, à un instant T, construire au standard passif, il va y avoir un delta de prix suivant le choix des matériaux, suivant la contrainte de sol, etc., qui peut aller de 10 à 20%. Maintenant, on a beaucoup de mal à faire un calcul de retour sur investissement, puisque on pourrait faire ce calcul de retour sur investissement à un instant T, à un coût d'énergie donné. Il est en constante évolution, ça ne va pas vers le bas, ça va plutôt vers le haut et ça risque de s'accélérer. Donc si on fait un retour sur investissement en partant du principe que l'énergie augmente de 1,5% par an ou 2% par an, on va peut-être trouver des retours sur investissement de 10, 12, 15 ans. Mais si l'énergie se met à flamber, les retours sur investissement sont peut-être plus de 12 ans, mais de 4 ans, 3 ans, 5 ans, je ne sais pas. Donc c'est une histoire, c'est un choix de vie, c'est un choix philosophique, c'est un pari sur l'avenir. Et aujourd'hui, les gens qui ne peuvent pas se payer du passif à 180 mètres carrés, bah, peut-être que si on n'en fait que 140, ça marche. Et déjà 140 mètres carrés pour une famille, c'est pas neutre.